Bien, bien, bien. Bonjour à vous, mes majestueux ratons laveurs étant de préférence pas morts sur le bord de la route. Ça va pas bien pour les ratons laveurs, hein? Pour vrai, crime que j'en vois morts sur le bord de la route, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous faites aux ratons laveurs, mais Chris, arrêtez donc des frapper, pauvres petits, man. Ils font pitié. Ceci étant dit, je suis présent aujourd'hui pour vous donner mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Vegas 32 à Dillashaw contre Sandhagen, le retour du serpent. Et puis, ben, crime, pour tout le chiolage qu'on fait, ben que je fais en fait, sur beaucoup de cartes. Puis écoute, la semaine prochaine, les boys, la semaine prochaine, j'espère que vous êtes prêts parce que, écoute, je cultive ma marde juste pour chier sur cette carte-là de la semaine prochaine, tellement que c'est comme de loin une des pires cartes que j'ai vues dans toute l'histoire de moi étant un partisan d'MMA. Mais bref, ça, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, on a vraiment un excellent main event. Comme rarement on en a un combat championship level, là, nécessairement. Deux gars qui sont pas champions, mais qui peuvent se battre pour une belt, vont avoir des chances de gagner la belt s'ils se battent pour la belt. Donc, deux des meilleurs combattants dans ce qui est, selon moi, la meilleure division présentement dans le MMA en général, c'est-à-dire 135 livres. Et puis, c'est TJ Dillashaw qui est de retour face à Corey Sandhagen. Et c'est sûr que c'est difficile de ne pas aborder l'angle du dopage ici, parce que le chum TJ Dillashaw revient de sa suspension de 2 ans pour l'EPO, qui est de la crise de dope. On s'entend, c'est pas des petits stéroïdes, il n'y a pas de petits stéroïdes vraiment, mais c'est pas l'affaire la plus soft que tu peux prendre, mettons. Il s'est pas arrangé pour bien paraître avec ça. Il avait probablement fait ça, on s'entend, pour essayer de faire sa weight cut pour se rendre à 125 livres, qui était assez désastreuse. D'ailleurs, on ne parle pas assez du résultat de son combat contre Henry Cejudo, qui, oui, c'est un super early stoppage, un des stoppages les plus questionnables qu'on a vu dans les dernières années, mais il a duré 30-40 secondes là, dans ce combat-là, le chum TJ Dillashaw, puis on dirait que j'en entends pas assez parler. Les gens s'attendent vraiment à revoir un combattant semblable à ce qu'on a vu, puis je vais vous avouer, moi aussi, honnêtement, je pense que TJ Dillashaw, c'est sûr qu'il ne rajeunit pas, là, je ne sais pas il a quel âge exactement, mais c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience là, avec plusieurs combats pro, des combats de championnat depuis des années, et puis rajeunit pas, en effet. Mais reste un des combattants les plus techniques qu'on a vu, un des strikers les plus techniques qu'on a vu, un des plus beaux footwork, les mieux effectués en MMA. Puis c'est comme ça qu'il réussit à être très efficace comme fighter. C'est avec son footwork, son mouvement in and out, où il réussit à rentrer, lander des shots, puis sortir à un angle où il est difficile à toucher en counter. Et puis ça va vraiment être une partie très importante. S'il est capable de faire ça contre Corey Sandhagen, écoute, il va gagner, mais est-ce que je pense qu'il peut faire ça contre Corey Sandhagen? Honnêtement, pas vraiment. Et Corey Sandhagen est gigantesque. Ça, il faut se le dire. Pour un 135 livres, ça en fait pas beaucoup des plus gros que ça. Le gars mesure 5 pieds 11. Il est thick. Il a 70 pouces de reach. Donc, va outreach TJ Dillashaw. Puis est excessivement agressif, qui aille de l'avant en te stockant ou de reculons. Il va essayer de faire de quoi de spectaculaire. C'est un combattant qui lance des strikes comme presque personne. Il y a 6,85 strikes landés par minute. Puis c'est des significant strikes, pas juste les total strikes. Donc, c'est un gars qui lance du volume comme presque personne, basically, en MMA. Il est très efficace, touche à près de 50% de ses coups. Et touchable en retour. Oui, il n'y a peut-être pas le head movement puis le footwork distingué d'un TJ Dillashaw, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un combat de footwork et de distinguage contre un gars qui va assez de rendre ça laid. Corey Sandhagen est technique aussi, là, de très belles techniques debout. Il lance ses combinaisons sont super clean, ça flow super bien, mais je pense qu'il y a avantage à rendre ce combat-là laid, essayer de rentrer, puis tu sais, lander des combinaisons, lancer beaucoup, puis se rapprocher, pas laisser la chance à TJ d'être super élégant, puis son petit in and out movement. Puis si tu lui laisses la chance de faire ça, même contre Dominic Cruz, qui est le maître là-dedans, il est capable d'être compétitif, voire même gagner. Donc, bien qu'il ait perdu ce combat-là, mais c'est une des décisions qui reste quand même assez, je veux pas dire contestable. Je pense que j'étais d'accord avec la décision Cruz Dillashaw, mais bref, c'est pas un des combats les plus serrés qu'on a vu dans les dernières années, puis un des combats les plus techniques aussi qu'on a vu dans les dernières années. C'était vraiment très, très bien. Mais bref, tout ça pour dire que
Ça va vraiment être dur. Ça va vraiment être très, très, très difficile, ce combat-là, pour TJ Dillashaw. Un retour, en plus, se fait donner absolument aucun cadeau. Puis il va affronter un madman, un gars qui, ça ne dérangera pas de manger les shots de Dillashaw parce qu'il pense qu'il y a plus de power que lui. Moi aussi, honnêtement, je pense que Sandhagen est probablement plus puissant que TJ Dillashaw. Donc, je pense qu'il va essayer d'accepter des shots puis d'en lancer en retour. Puis il va rendre ça libre. Ça va peut-être pas toujours marcher dans le combat, mais je pense que généralement, ça va mieux marcher que ce que TJ Dillashaw va essayer de faire, surtout après cette longue absence-là. C'est pas toujours quelque chose que je veux factor in, mais non seulement c'est une absence de 2 ans, il y a du dopage. Donc, tu sais, je veux pas être le gars qui dit ah, ben, s'il revient, ben, on a la preuve. S'il revient et il est poche, on a la preuve que c'était juste la dope qui le rendait bon. Je suis pas le genre de gars qui pense ça. Moi, je pense personnellement que si t'es un fighter de merde puis tu prends des stéroïdes, tu deviendras pas un bon fighter du jour au lendemain. Les stéroïdes ne vont pas faire de toi quelqu'un de talentueux. Faut que tu travailles tout pour ça. Puis oui, les stéroïdes, ça aide. C'est un cheat code qui te rend plus endurant, plus. On rentrera pas dans le détail, mais je pense pas que c'est les stéroïdes qui rendaient TJ Dillashaw bon. Je pense que TJ Dillashaw était bon, puis il a pris des stéroïdes pour essayer de se donner un edge sur ses adversaires. Edge qu'il n'aura clairement plus ici, parce qu'on s'entend que il a dû avoir ça donne à le cul en esti les 2 dernières années, lui. D'après moi, il n'a pas vraiment eu de chance de retricher, puis ça serait vraiment cave qu'il fasse ça. Ça serait crissement lancer sa carrière à l'eau. Donc, ce X-Factor-là, il est là. Un autre X-Factor, c'est la lutte de TJ Dillashaw. On a vu le chum Corey Sandhagen se faire takedown à quelques reprises. On l'a vu se faire insta prendre le dos puis se soumettre par Sterling. Je veux pas mettre beaucoup de poids, par exemple, dans cette défaite-là de Sandhagen parce que c'est le seul à qui c'est arrivé. Là. Puis oui, il s'est mis dans des positions de marde au sol souvent, contre Yuri Alcantara notamment, mais il est tellement tough qu'il s'en sort tout le temps. Puis c'est un bon grappler, un excellent scrambler, puis quelqu'un qui peut-être un peu à son détriment, n'a pas vraiment peur de se mettre dans le mal parce qu'il est tellement confiant qu'il va s'en sortir. Puis des fois, comme contre Aljamain Sterling, c'est juste rendu compte que oh shit, je m'en sortirai pas de ça finalement. Mais c'est la seule fois que c'est arrivé à date. Puis TJ Dillashaw, oui, c'est un bon lutteur, c'est un bon grappler. C'est pas nécessairement un grand submission artist. Il y a des Renee Choke, il y a des victoires, ça c'est sûr, mais c'est pas le plus grand submission artist qu'on a vu. C'est sûr que genre, honnêtement, j'ai pas le choix de favoriser le chum Corey Sandhagen ici dans ce combat-là. Et peut-être même par finish. Peut-être même par finish, parce qu'on a vu Dillashaw se faire finir à son dernier combat. Comme je dis, c'était vraiment bizarre. Puis c'était pas la première fois. Il a perdu par KO en finale de Ultimate Fighter contre John Dodson. Là, je viens de pull up sa fiche. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et non, je pense que Sandhagen va le finir. Honnêtement, on dirait que ça sécurise mon plan, mon idée de ce que j'avais. Je pense que ça va être un bon combat back and forth. À quelque part au 3e round, Sandhagen va lander quelque chose, va le finir par TKO. C'est ça mon pick. Sandhagen, TKO, 3e round. Et ça nous mène à ce que je guess va être le co-main event. Bref, je suis pas trop certain parce que je viens de voir juste avant de starter cette vidéo-là que ça a l'air que Aspen Ladd contre Macy Chiasson est annulé parce qu'il y a un des 2 combattants qui est blessé. Fait que ça n'aura pas lieu, fait que je ne vous en parlerai pas. Mon pick, c'était Aspen Ladd par décision d'ailleurs, mais ça a l'air que ça n'aura pas lieu, fait que je ne sais pas trop c'est quoi le co-main event de la soirée, mais on va y aller comme ça. Kyler Phillips, Rolian Paiva. Présentement, c'est ça qui est sur la page de ESPN après Ladd contre Chiasson. Fait qu'on va regarder cet ordre-là, puis au pire, ça sera un autre ordre, c'est pas la fin du monde. Ceci étant dit, Kyler Phillips. Kyler Phillips. Rolian Paiva, c'est un gars qui vient de botch 2 weight cuts de suite. Puis là, il va monter à 135 livres. Son gros avantage à 125 livres, c'était qu'il était pas mal plus grand, je dirais, que la majorité. Puis surtout un fighter qui était fait sur le long. Un fighter qui était capable de garder un bon range contre ses adversaires. Puis souvent, il y avait le reach advantage. Pas toujours, mais assez souvent. Là, monte à 135, c'est pas contre un gars qui a exactement le même frame que lui, mais qui va l'outreach de 3 pouces avec sa reach. Puis Kyler Phillips, on l'a vu là, contre Song Yadong, c'est un madman. C'est pas la technique de Corey Sandhagen, mais c'est un gars qui va aller de l'avant, qui va lancer 5.32 significant strike par minute, puis qui va essayer de lander des takedowns, être autant actif debout qu'au sol. Quand il est au sol, c'est un malade, il essaie de passer ta garde, il essaie des soumissions du ground and pound, il essaie tout le temps, c'est un gars qui arrête jamais, puis il semble avoir le cardio justement pour continuer sans jamais que ça l'affecte. Fait que je pense que ça va être très difficile là, pour Paiva de rester debout puis travailler derrière son jab. Puis c'est un combattant qui aimerait avoir un pace plus lent. Rolian Paiva, c'est un gars qui aime se battre de façon
plus composé, plus relax, puis il lance son job, puis il reste tranquille en arrière de ses armes de reach, puis de range, puis que ses adversaires ne sont pas vraiment capables de solve. Puis c'est comme ça souvent qu'il réussit à aller chercher ses victoires. Puis là, il va voir Phillips qui va y courir après pendant 15 minutes. Puis je pense juste pas que ça va bien aller pour lui. J'ai donc Tyler Phillips par décision, parce que Paiva est tough, il pourrait le soumettre, mais je pense que Paiva ne sera pas soumettre dans ce combat-là. Ensuite, Darren Elkins, Darrick Minner. Man, je vais vous le dire, c'est un combat qui me donne de la misère sur cette carte-là parce que Darren Elkins, il y a eu un down dans les dernières années. C'est plus le top 15 gatekeeper que c'était. Mais à son dernier combat, il a gagné. Puis il faut lui donner. C'est un combattant que, tu sais, Eduardo Garagori, on pensait pas vraiment qu'il allait arriver puis causer tant de problèmes à Elkins. Il y avait clairement une façon pour Elkins de gagner ce combat-là qui était d'amener le combat au sol puis de dominer son adversaire là. Puis Darrick Minner, c'est juste un point d'interrogation pour moi. Là. Je vais vous l'avouer. C'est un gars qui est arrivé dans l'UFC que j'ai dit, ce gars-là n'aura jamais de succès dans l'UFC. Et puis, parce que, basically, c'est un first round fighter. Là. C'est un first round fighter qui, tu regardes sa fiche, win, choke, premier round, guillotine. Win, triangle, choke, premier round. Win, rear naked choke, premier round. Rear naked choke, deuxième round, on va payer, mais un autre win, guillotine, premier round. Guillotine, premier round. Guillotine, premier round. Guillotine, premier round. Triangle, premier round. Armbar, premier round. Guillotine, premier round. Tu sais, comme une décision, quelques victoires par décision, mais sur ces 25 victoires, basically, il y en a 20 qui ont eu lieu par soumission au premier round, puis à chaque fois, ou presque, qui ne sort pas du premier round, il perd. Contre Grant Dawson, il est sorti du premier round, il a perdu contre Kevin Croom. C'est pas fou comme niveau d'adversaire, mais sorti du premier round, il a perdu. Jordan Griffin, le soumis au deuxième round. Fernando Padilla, le soumis au deuxième round. Chico Camus, le battu par décision. Jesse Arnett, le choqué en darce au deuxième round. Donc, on s'entend. Luke Sanders, tous des noms qu'on connaît, mais pas des gars qui étaient genre, oh shit, c'est top contender Luke Sanders, tu sais. Fait c'est ça mon read sur Minner, mais là, il vient d'arriver dans l'UFC. Ses deux derniers combats, first, il y a choqué TJ Laramie qui, on le dit toujours, là, TJ, il s'est comme un peu crissé à la tête là, dans ce combat-là. Puis c'est comme, oui, c'est une victoire par guillotine en 52 secondes, mais d'un autre côté, c'est comme si TJ Laramie avait fait ses devoirs, il n'aurait pas été se crisser à la tête là. C'est genre, je mets vraiment cette défaite-là plus sur TJ que sur Darrick Minner. Mais c'est son dernier combat où il a complètement dominé Charles Rosa. Il l'a amené au sol, l'a empêché de faire ses affaires. Il a eu du bon striking. Puis, crème, s'il ressort une performance comme ça, il est capable de battre Darren Elkins. Fait que, tabarnouche, je pense que je vais le pick. Je ne l'avais pas pick, là. Je l'avais pas pick, pas en tout, mais je pense que je change mon pick. C'est l'heure, man. J'embarque sur le Darrick Minner bandwagon. Ce gars-là, future champ. Peut-être pas, mais je pense que s'il y a un bon combat qui reste calculé, ne fait pas trop de style niaiserie, ne dépense pas son gasting comme il a tendance à le faire avant, mais que là, dans ses derniers combats, on a vu que c'est un petit peu mieux. Il peut gagner, puis je mets beaucoup de poids sur son coach. Je vais le dire, là, James Krause, Glory MMA, ils ont beaucoup de succès. Ils ont vraiment beaucoup de succès dans l'instant-ci. C'est un team que tout le monde monte ensemble. Puis il y en a plusieurs, là, des genres de journeymen comme ça, que t'es genre, pas une super fiche, mais les gars sont travaillants, sont crafty, puis ils réussissent à gagner des combats. Fait que regarde, Darrick Minner par décision ici, les boys, je pense qu'il va réussir à sortir du monde parce qu'il ne va pas guillotiner Darren Elkins au premier round. Ça arrivera fort probablement pas. Donc, c'est sûr que ça reste un reach, là. Ça reste un reach de pick Darren Minner de gagner un combat qui ne se termine pas au premier round, mais après ce que j'ai vu contre Charles Rosa, je suis comme un peu plus confiant. Puis, Darren Elkins, comme je l'ai dit, travaille encore fort, mais encore beaucoup de cœur et d'énergie. Puis c'est pète à la face en 1000 morceaux, mais réussit quand même à s'en sortir avec la victoire plus souvent qu'autrement. Mais dans les derniers temps, ça a été plus difficile pour lui. Puis avant sa victoire contre Garagori, il était sur une séquence de 4 défaites consécutives. Oui, contre genre Ryan Hall, Ricardo Lamas, Alexander Volkanovski puis Nate Landwehr, qui sont tous des bons combattants, mais je sais pas, c'est mon feeling, c'est Darrick Minner. Fait que ça nous amène à Miranda Maverick, Maycee Barber. Puis Maycee Barber, si elle n'a pas corrigé ses lacunes au niveau du grappling en dessous, elle va se faire complètement mopper dans ce combat-là parce qu'elle est plus athlétique que Miranda Maverick, mais c'est tout ce qu'elle a sur elle. Maverick est une meilleure striker.
Barber est plus puissante, puis elle est game d'y aller, elle est game de manger des shots pour lander les siennes, puis de s'engager un peu dans un genre de brawl debout, où elle est efficace parce qu'elle est très puissante. Mais je pense pas que Maverick va faire ça. Je pense que Maverick va tenter de rester le plus loin possible de Maycee Barber debout, de ne pas justement lui donner son brawl qu'elle veut, puis d'être stratégique, puis de lander des takedowns. Puis on dit, elle est tellement explosive et athlétique, Maycee Barber, mais elle s'est faite complètement out-grapple par la personne la moins athlétique dans la division en Roxy Modafferi. C'est sûr que Roxanne est une meilleure grappler que Miranda Maverick, mais la différence d'athlétisme, je pense que tu prends l'athlétisme de Maverick avec ses talents en grappling qui sont assez solides, ça finit par se comparer à quelque chose que Roxanne peut faire, qui n'a aucun athlétisme et 100% technique. Donc, Miranda Maverick, décision, parce que Barber est tough, là, vraiment tough, elle est difficile à finir. Fait que je ne vais pas bête qu'elle va se faire finir, mais je pense qu'elle va se faire takedown, puis elle va se faire dominer, puis perdre ce combat-là. Ensuite, Adrian Yanez, Randy Costa, ça c'est un fight. Ça, là, c'est vraiment un excellent combat. Adrian Yanez, ses mains sont incroyables. Puis Randy Costa, c'est un gars qui, généralement, pour quelqu'un qui arrive dans l'UFC avec genre 4-5 combats pro, là, je pense qu'il a rendu 6-1 avec 2 victoires et une défaite dans l'UFC. Vraiment très impressionnant. Gars dynamique, lance des très bons kicks qui ont l'air de rentrer très très fort. C'est quelqu'un qui, si je ne me trompe pas, est assez gros pour 145 livres. Oui, 5 et 9, 73 pouces de reach, se bat autant orthodoxe que Southpaw. Donc, combattant assez difficile à affronter, puis combattant qui frappe très fort, est très explosif, puis est très, très, très dangereux au premier round. Lui aussi, la seule fois qu'il est sorti du premier round, par exemple, il a perdu, c'était contre Brandon Davis. Le sample size est vraiment très petit, par exemple. 7 combats, on ne peut pas dire « Ah, c'est un first round fighter », mais Adrian Yanez a montré une boxe tellement technique encore. C'est sûr que ça serait intéressant de voir Costa arriver là et juste essayer de vraiment tester le grappling du chum Adrian Yanez le plus possible parce que je pense que c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire dans son cas. Si c'est un combat debout, personnellement, je me dois de favoriser Yanez parce qu'il est tellement beau et technique avec sa boxe que je pense que même si le gars va être très puissant puis va l'outreach un peu, va lancer, genre vraiment avec tout ce qu'il a dès le premier round, je pense que Yanez est capable de travailler alentour de ça puis remporter ce combat-là. Si c'est un striking match, s'il y a du grappling qui se mêle à ça, ça va être très intéressant. Mais mon pick, c'est Yanez par décision. Ça nous mène sur les prelims. Puna L.A. Soriano contre Brendan Allen. Ça, c'est un fight. J'adore Brendan Allen. Je suis un extrêmement gros partisan de lui parce que c'est un très bon grappler, crafty, des beaux backtakes, fait plein de belles choses. Même son clinch contre la cage est hot. Mais son gros problème, ce qui fait que je trouve que c'est un style match-up très difficile pour lui ici, c'est pour se rendre au clinch. Le gars défend tout avec sa face, a le menton excessivement haut, n'a pas une si mauvaise, c'est pas un aussi mauvais striker qu'on dit que c'est. Honnêtement, là, c'est un gars qui a du reach, qui est capable de laisser aller ses mains, de lancer quand même beaucoup de strikes. L'affaire, c'est que ça reste sloppy, ça reste pas sa spécialité, puis ça reste un gars qui souvent il a l'air pressé de rentrer dans le clinch. Puis ça fait qu'il fait pas bien les choses, puis il se fait taguer solide. Puis si t'es pour faire ça contre Puna Soriano, là, tu vas te faire allumer bien raide parce que le gars, depuis le début de sa carrière UFC, a montré qu'il était un très bon striker, excessivement puissant, qui allait te faire payer très cher tes erreurs de bout. Donc, j'adore Allen, mais je pense que le style match-up ici, là, il favorise Puna Soriano, qui risque de l'allumer solide pendant que Brendan Allen va essayer de rentrer dans le clinch pour le grapple. S'il réussit à le grapple, Allen va gagner. Mais personnellement, j'ai Puna par TKO dès le premier round. Ensuite, Nassourdine Imavov, Jan Heinisch. Un step down pour Jan Heinisch ici, mais probablement un step down un peu plus difficile à quoi il s'attend. J'espère qu'il a fait ses devoirs parce que Nassourdine, c'est un combattant qui. Je m'explique encore mal ce qu'il fait à 185 livres. T'sais, il n'est pas petit, mais c'est un gars, on l'a vu auparavant à 170, puis je pense qu'il pourrait, même s'il est 6 pieds 3, puis quand même assez grand, puis lanky, c'est pas un gars qui est si large, c'est pas un gars qui est si thick que ça pour la division middleweight. Le sûr qui est thick, c'est un gars qui est très en forme, mais pour la division middleweight, c'est pas le plus gros format, même à 6'3". Fait que je pense qu'il pourrait faire 170. Puis je pense qu'ici, ben, tu sais, Jan Heinisch, je le dis tout le temps, le gars, il a un over and right per double leg takedown. Si tu es capable de dealer avec ça, tu vas peut-être gagner. Si tu es pas capable de dealer avec ça, tu vas perdre. Puis écoute, il est très athlétique, excessivement puissant, excessivement explosif et dynamique. Puis c'est tout un scrambler. Là. Le gars va se retrouver dans. Va essayer de ses takedowns, si ça marche pas, va scramble jusqu'à temps qu'il trouve la bonne position. Puis, tu sais.
Je pense qu'il m'avait un moyen de bien faire dans ce combat-là, mais c'est juste que si tu checkes la fiche des combattants, j'aime pas ça me fier là-dessus nécessairement, mais Imavov, depuis son entrée dans l'UFC, a battu Jordan Williams, de qui on va parler dans pas long. Puis ensuite, a perdu une décision majoritaire contre Phil Hawes, un combat qui était plus serré que... Ben, pas que la décision le dit, parce que c'est une décision majoritaire. Combat qui était serré, mais que je pense que il a clairement perdu. Pour ce qui est d'Ian Heinisch, il y a un step down parce qu'il n'est pas dans une bonne séquence. Là. Il a perdu 3 de ses 4 derniers combats. Mais ses défaites, c'est contre Kelvin Gastelum, Omari Akhmedov puis Derek Brunson. Le gars, il a battu Gerald Meerschaert, Antonio Carlos Jr. et César Ferreira en ce moment dans l'UFC. Donc, tu sais, c'est pas le même niveau de compétition du tout, là. Genre, du tout. Heinisch est un gars qui s'est fait ranker après sa victoire contre Carlos Jr. puis qui affrontait seulement des gens dans le top 15 qui ont une game beaucoup plus round que lui, qui est beaucoup plus complète puis qui peuvent travailler alentour de son athlétisme. Puis tout là, on descend d'un niveau ici. Heinisch est encore un gars avec beaucoup de flaws, mais honnêtement, je pense qu'il va réussir à gagner ce combat-là par TKO au 3e round. Et ça nous mène à Jordan Williams contre Mickey Gall, un autre combat qui me... probablement le combat qui m'a donné le plus de difficultés, honnêtement. Puis c'est pas parce que je me demande qui va gagner, parce que c'est Jordan Williams qui va remporter ce combat-là pas mal dans tous les aspects, sauf si ça se retrouve au sol. Puis d'habitude, c'est pas si difficile que ça de ne pas aller au sol contre Mickey Gall parce que c'est un excellent grappler, Mickey Gall, mais il manque un peu de lutte. Il n'y a pas nécessairement la lutte pour toujours amener le combat où est sa force. Fait que souvent, il se retrouve à striker pour des trop longues périodes, ça fait qu'il perd les rounds, tout simplement. Mais Jordan Williams est un madman, lui aussi. Un autre gars qui lance genre 6 strikes significant par minute. Puis c'est dur avec ce output-là de pas juste te punch in dans le clinch des fois. Puis j'ai juste comme vraiment peur qu'à un moment donné ou un autre, Williams ne va pas trop checker ses affaires, se puncher dans le clinch, se faire takedown sloppily parce que, tu sais, pas parce que le shot était bon et la technique était bonne, mais c'est parce que l'autre gars se met tellement hors position que c'est dur de ne pas le takedown tellement que l'autre gars te le donne. Puis, tu sais, ça va ça. Le Mickey Gall peut gagner ça par soumission assez facilement. Mais c'est sûr que j'ai encore Jordan Williams par décision. C'est ça le pic dans ce combat-là. Mais je pense que de par sa propre agressivité et sa propre recklessness, pourrait lui-même se crisser dans une situation assez merdique dans ce combat-là. Je le pique pareil, mais je vous le dis, c'est le combat que j'ai le plus de misère à pique. Puis quand j'ai de la misère à pique contre Mickey Gall, Big, là, c'est parce que ça va pas bien ton affaire. Ça nous mène à un autre très bon combat de Julio Arce face à André Ewell. RC qui descend à 135 livres. C'est un gars qui, justement, était un 135 livres, est arrivé dans l'UFC, s'est battu à 145, a eu relativement du succès, là, honnêtement. Une fiche de 3 victoires, 2 défaites. A juste perdu contre Shayman Moraes puis Hakim Dawoudou. Il a battu des gars comme Daniel Teamer, Danny Gay. Il a battu Danny Gay dans ses premiers combats dans l'UFC. C'est assez impressionnant. Et Julian DeRosa, qui est un autre genre de gars sur une streak bizarre, le genre de journeyman que tu t'attendais jamais à ce qu'il devienne correct, puis il est rendu là. Puis André Ewell, lui, ben c'est le volume bantamweight qui est fait sur le long, va avoir 5 pouces de reach là, sur Julio Arce ici, même si c'est Julio Arce qui descend d'une catégorie pour ce combat-là. Ça va être Ewell le plus grand, ça va être Ewell le plus gros des deux, du moins en dimension puis en reach, puis ça va être vraiment intéressant. Duel de Southpaw ici. Un peu comme dans le cas de Costa Yanez, t'as RC qui va probablement être vraiment plus technique avec sa boxe que Ewell. Ewell va essayer de garder ça plus kickboxing, utiliser le plus de kick possible pour rester at range. J'ai l'impression que plus le combat va évoluer, plus ça va être difficile pour le meilleur combattant technique des deux de ne pas avoir les dessus dans les échanges de striking. Surtout que on va se le dire, André Ewell, sa différence entre lui et Randy Costa, c'est le power. C'est pas un power striker. C'est pas quelqu'un, il va te lancer du volume, va réussir à te garder à bay, mais c'est pas un gars qui va te faire bien mal avec ses punches. J'ai l'impression que tu te fais pas mal à Julio Arce. Il va juste continuer d'avancer puis être plus ou moins hésitant à manger un punch pour essayer de lander sa combinaison. Puis c'est pour cette raison-là que je vais devoir favoriser Julio Arce. Dans ce combat-là, ça nous mène aux 2 derniers combats de la soirée. Sijara Eubanks contre Elise Reed, la championne de CFFC qui fait saut dans l'UFC. Juste 4 pro fights. C'est à 125 livres, ce mort, division que Eubanks ne s'est jamais vraiment battu dedans dans l'UFC, du moins sans manquer le poids. Fait que ça va être intéressant de voir. C'est peut-être 135 et tout. Ça me semble assez bizarre, 125 livres. Bref. Je sais pas. Elise Reed, écoute, Sijara Eubanks va probablement essayer de la takedown dans ce combat-là, puis Elise Reed, on dira bien ce qu'on veut de sa victoire, que je mets entre guillemets ici, contre Jasmine Jasudavicius.
Mais elle a perdu ce combat-là, elle s'est fait complètement out-grapple. Puis oui, Jasmine n'a peut-être pas été assez active qu'elle aurait dû être sur le top, ce qui a fait qu'elle n'a pas vraiment concrétisé sa victoire, puis qu'ils l'ont donné à Elise Reed par judging un peu louche entre vous et moi. Mais j'ai vu Reed se faire takedown et se faire dominer sur le top. Fait que je pense que Sijara va probablement lui passer un Bernick et choke un Monday là, au deuxième round. Fait que j'ai Sijara soumission round 2 et ça nous met au premier combat de la soirée. Diana Belbita, une autre fille qui descend à 115 livres cette fois-ci pour affronter Anna Goldie, qui est tout petite, le 5 pieds 4, une fille de 61 pouces de reach. Vraiment le petit format des 115 livres. Belbita me fait penser à Jordan Williams. Va de l'avant, lance un volume absolument incroyable, n'a aucune esti de considération pour tout ce qui s'appelle défense. Puis, man, ça y a coûté la majorité de ses combats à date dans l'UFC. Je sais pas si le fait de descendre d'une division, elle va tellement être plus grosse que son adversaire qu'elle va réussir finalement à l'overwhelm. Ça va être sa voie de gagner un combat dans l'UFC. Jusqu'au moment où je vois ça, malheureusement, je ne peux pas vraiment la pique dans ce combat-là. Surtout qu'Anna Goldie, avec la différence de size, va probablement chercher le takedown puis le grappling dans ce combat-là. Puis je pense que si tu veux grapple avec Diana Belbita, c'est pas bien dur parce qu'elle va se lancer elle-même dans les clinches à chaque fois qu'elle va avancer avec une combinaison. Donc, pour cette raison-là, j'ai Anna Goldie par décision. Et ça conclut mes analyses de position complètes pour la carte de l'UFC Vegas 32 Sandhagen contre le Serpent TJ Dillashaw. Très bon main event de haut niveau. On en voit rarement là, dans les Fight Night. Fait qu'il faut en profiter. Honnêtement, il faut en profiter de ce combat-là. C'est rare qu'on voit ça. Ça va être excellent. Ensuite, ben tabarnouche, on se parle la prochaine fois. La semaine prochaine, le trash card que vous en avez rarement vu. Checkez. Pour vrai, je vous mets au défi. Allez voir le line-up de la carte de Strickland contre Uriah Hall. Trouvez-moi un combat intéressant sur cette carte-là. Mettez-moi là dans les commentaires. Je vais probablement vous dire que vous êtes complètement mongol si vous trouvez un bon fight sur cette carte-là parce qu'il n'y en a pas. Mais bref. Samedi, ça va être bon. On écoute ça. On se parle. Hypo Podcast, la patente. Abonnez-vous, like, subscribe, blablabla.